Merci d'être avec nous. Il est 9h04. Dans une petite dizaine de minutes, Philippe Ginestès sera avec nous, entrepreneur, homme d'affaires et fondateur de Jiffy. On parlera de son expérience et on parlera de cet homme autodidacte qui a réussi à monter un empire. Vous pourrez nous appeler 0826 300 300 pour lui poser des questions. En attendant, c'est le petit déjeuner de l'actu avec Jean Sibilia ce matin, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Et on va revenir sur ces variants du Covid et les nouveaux traitements. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Jean Sibilia. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Alors, les variants du virus changent-ils complètement la donne depuis 3 semaines, comme l'a estimé le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, en fait, hier? C'est-à-dire qu'on avait l'impression que jusqu'à présent, on pouvait maîtriser en attendant le vaccin pour ceux qui sont prêts à se faire vacciner, que là, ça changerait beaucoup. C'est votre sentiment, Jean Sibilia? Oui, confirmation Patrick. Je pense qu'on savait que ce virus mutait. On n'avait pas la preuve qu'il arrivait à construire de nouveaux virus, puisque c'est un peu ça le variant. Le variant, c'est l'accumulation d'une vingtaine de mutations à peu près, qui fait que ce nouveau virus peut agir et vivre sa vie, enfin réussir sa vie de virus. Et réussir sa vie de virus, c'est 2 choses: devenir de plus en plus contagieux, et deuxièmement, échapper à toutes les barrières qu'on met en place, c'est-à-dire échapper au système immunitaire. Donc c'est tout à fait légitime de la part d'un virus d'essayer de survivre de cette façon-là. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il le fasse aussi vite et de façon aussi intense. Parce que là, vous voyez, on émerge quasiment un variant par semaine. Donc ça, c'était pas totalement prévu et ça change complètement la donne, puisque vous avez vu à Manaus, au Brésil en particulier, alors que la population avait déjà été très infectée par la première souche, le premier variant de SARS-CoV-2, 70% de la population, et cette population se réinfecte réellement et notamment se réinfecte avec des formes graves. Je pense que c'est vraiment une mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que, et ça a été confirmé je crois ce week-end, il y a des variants, notamment le sud-africain et très certainement le variant brésilien, qui ne vont pas répondre à la vaccination, en tout cas pas comme on l'espère. C'est vraiment pas avec les vaccins développés, quoi. C'est ça. Peut-être il faudra parce qu'ils bougent, ils s'adaptent, quoi. C'est ça. Exactement. Alors, la bonne nouvelle technologique, il faut quand même rappeler, donnons quelques bonnes nouvelles ce matin quand même, il y en a quand même, c'est que les vaccins, les nouveaux vaccins qu'on a tant décriés, à tort, je crois, parce que c'est vraiment un progrès technologique extraordinaire qui était en route depuis longtemps. Ces vaccins avec des ARN messagers qui permet de faire produire de la protéine virale par une simple injection sans adjuvant, ils s'adaptent très vite parce qu'on est capable de synthétiser de l'ARN en quelques semaines. Donc, nous verrons, les industriels annoncent 6 semaines de délai pour faire une sorte de nouveau vaccin contre les variants. J'espère que c'est possible à condition que les chaînes de production suivent. Vous savez que c'est un vrai problème. Ça change la donne aussi, à condition qu'on gagne cette courbe de vitesse. Jean-François Delfrécy l'a dit, c'est une très belle expression. C'est vraiment V contre V, course de vitesse, variant contre vaccin. Il faut la gagner, mais c'est pas facile. Ça va très vite, on le voit. Oui. Alors, est-ce que un reconfinement est souhaitable? Beaucoup d'auditeurs disent non, on peut éviter ce reconfinement, il faudrait l'éviter. Ce qui se comprend pour un tas de raisons, évidemment, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est la question la plus difficile, Patrick, parce que c'est pas seulement une question sanitaire. Si vous voulez, le médecin, le scientifique vous dirait oui, il faut faire un lockout massif, mondial, immédiat, total, j'allais dire à la taïwanaise ou à l'australienne, à la néo-zélandaise, et ce lockout, mais qui doit être mondial, couperait complètement la transmission du virus. Sauf que c'est pas acceptable et que c'est pas faisable. Donc on est dans une situation de compromis. Vous avez une pédale de frein où vous pilez immédiatement et la voiture s'arrête, ou alors vous freinez et tout est une question de dosage sur votre pédale de frein. Je crois qu'il faut quand même avoir conscience aujourd'hui qu'arriver des variants est une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, le variant anglais, qui est le moins embêtant parce qu'il est accessible au vaccin, c'est 8% des virus qui circulent sur le territoire, mais demain, c'est 20, 30, 40, c'est annoncé. Donc, est-ce qu'on veut maintenant mettre un gros coup de frein, vaccin, plus confinement, plus mesures barrières, parce qu'il faut additionner les 3 obligatoirement, il faut les 3. Le vaccin ne sauvera pas de l'épidémie, c'est impossible seul. Vous voyez, ça, il faut aussi en avoir conscience. Oui, c'est bien de le rappeler quand même que même avec le vaccin, il faut des mesures barrières. Ah oui, clairement, le vaccin, pour 2 ou 3 raisons très simples. D'abord, c'est un virus qui n'est pas qu'humain, donc il restera un réservoir animal, donc ce virus peut recirculer. Deuxièmement,
il y a des variants et ce virus est capable de faire des variants qui échappent, on le sait de façon certaine maintenant. Et troisièmement, on n'arrivera jamais à vacciner tout le monde. Il ne faut pas rêver, vous ne vaccinerez jamais 100% des gens, et même si c'était le cas, il reste de toute façon une efficacité que de 90%, donc vous aurez entre 10 et 15% de gens qui ne répondront pas. Donc clairement, le vaccin ne suffira pas, quel que soit le vaccin. Oui. Donc il faut vraiment imaginer la combinaison de toutes ces mesures. Et dernier point qui est très important, l'idée du vaccin, c'est de taper très vite, très fort sur le variant qui existe et qui est dominant. À ce moment-là, on sera à un taux de circulation virale très faible et on pourra faire ce qu'ont fait les pays qui se sont sauvés de cette épidémie, faire à nouveau du dépistage massif, mais surtout du tracing et de l'isolation, ce qu'on n'a pas fait. Non, ça, on n'y arrive pas, ça. C'est quand même assez incroyable. On disait qu'on allait réquisitionner des hôtels pour isoler en fait les gens qui étaient touchés et éviter qu'ils ne contaminent. Ça ne s'est pas du tout mis en place, quoi. C'est quand même assez incroyable, quoi. Ouais, ça a été, franchement, je crois, maintenant, avec un peu de réflexion, avec le temps qui passe, je crois que c'est notre gros talon d'Achille. Je donne juste un chiffre. Les Coréens, dans le tracing, après avoir isolé un patient infecté, quand ils tracent, ils détectent 10 contacts. Chez nous, avec notre système à la main, on en contacte 2. Donc, vous voyez, 10 versus 2, vous en loupez 8. Imaginez sur les 8, si la moitié sont infectés, vous ne pouvez pas bloquer l'épidémie. Donc c'est vraiment, je crois qu'il faut vraiment qu'on accepte peut-être collectivement d'utiliser des outils de tracing, des outils de détection précoce et qu'on accepte de s'isoler ou d'être isolé. Je crains que sans ça, le virus tourne autour de la planète pendant un certain temps, au gré des variants qui vont être produits été-hiver dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord. C'est la crainte en fait qu'on a vraiment maintenant, que je craignais au départ, mais je me suis dit, allez, sois pas pessimiste, ne pense pas ça. Aujourd'hui, c'est une crainte réelle. Ah oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, avant d'attendre donc la contamination et puis les vaccins derrière, sur les traitements, on avance quand même un petit peu. C'est là où le bas blesse aussi probablement, quoi. On a parlé de beaucoup de traitements. On va pas revenir sur le remède du professeur Raoult, hein, etc., qui peut diminuer quand même l'inflammation au début si c'est pris à temps. Mais les autres anti-inflammatoires, là, on parle par exemple de la colchicine en ce moment. Oui, alors là aussi, Patrick, Cécile, une bonne nouvelle quand même. Enfin, allons-y quand même. Hein. La bonne nouvelle, c'est que cette étude canadienne, par un centre que je connais bien, Jean-Claude Tardif, c'est un homme très sérieux à la tête d'une équipe très sérieuse canadienne, et ils ont fait une étude très sérieuse, 4000 patients, dans une étude, comme on dit souvent, contre placebo. Donc rien à voir avec les évaluations que vous connaissez d'autres molécules, et je ne reprendrai pas, qui étaient insuffisantes. Hein. Et puis qui étaient au début en plus, hein. Il n'y avait pas de recul, donc c'était ça. Ça partait quand même d'un bon sentiment, quoi, évidemment. Ah mais clairement, il n'y a aucun doute. Mais vous connaissez l'adage persévérer diabolicum, hein, c'est la persévérance qui est diabolique. Hein. Donc à un moment donné, il faut quand même, il faut raison garder, savoir ce qu'on fait. Et la colchicine alors? Alors la colchicine, c'est tout bête, c'est le traitement de la goutte. La colchicine vient de la fleur de la colchique, hein, cette fleur de l'automne. C'est une fleur connue depuis l'Antiquité et qui produit en fait une substance anti-inflammatoire qu'on appelle la colchicine. Et c'est vraiment le traitement de tous les goutteux. Donc on utilise cette colchicine à base de colchique très régulièrement depuis des décennies chez les goutteux. Et c'est un puissant anti-inflammatoire. Et ce qui a été démontré dans l'étude canadienne, c'est que vous réduisez l'inflammation sévère des malades avec une réduction de la mortalité de l'ordre de 25%, ce qui est quand même beaucoup dans ces formes-là. Mais il y a toujours un mais, il faut être là aussi un utilisateur quotidien de ce médicament, hein, je le prescris très souvent. Attention, il y a trois petits warnings comme on dit. D'abord, il peut être toxique à toute petite dose. La dose thérapeutique, c'est 1 mg. À partir de 4, il devient toxique. Vous voyez, donc la marge est faible. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous ne pouvez pas en donner aux gens qui ont le rein qui fonctionne mal, dans un sens rénal. Or, le Covid entraîne des perturbations de la fonction rénale. Donc, il faut vraiment monitorer ça de très près, comme on dit. Il faut surveiller ça de très près. Et troisième chose qui est très embêtante, c'est que vous ne pouvez pas associer la colchicine aux macrolides, c'est-à-dire aux antibiotiques de la même famille que l'azithromycine. Vous ne pouvez pas les associer, ils interagissent très négativement. On ne peut pas les mélanger. Donc vous voyez, c'est une très très bonne nouvelle.
Mais attention, c'est pas open bar colchicine pour tout le monde. Ouais. Il va falloir l'utiliser de façon très précise, très surveillée, comme tous les médicaments. Ça n'a rien d'original, mais là aussi, il faut faire attention. Ouais. Et il y a aussi le fameux cocktail qu'avait utilisé Donald Trump, que l'Allemagne veut expérimenter, là, des anticorps monoclonaux, en fait. Monoclonaux, oui. Ouais. J'avais participé avec 9 autres collègues à une tribune dans Le Monde il y a 15 jours, où on avait un peu décrit l'intérêt de cette méthode, mais elle a là aussi un talon d'Achille, c'est que ces anticorps, c'est très simple, l'histoire, c'est que vous copiez ce que fait le système immunitaire et vous faites synthétiser dans des gros fermenteurs des anticorps monoclonaux dirigés contre la cible, contre le virus. Le problème, et vous l'avez certainement compris intuitivement, c'est qu'on a produit ces anticorps en copiant les anticorps du premier variant. Donc vous imaginez que ces anticorps qui reconnaissent très bien le premier variant, on peut en donner de grandes quantités, si le deuxième variant, alors je ne connais pas la cible précise de la protéine du premier variant, mais si cette protéine n'est pas identique sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième variants, ces traitements risquent là aussi d'être moins efficaces ou pas efficaces du tout. Mais c'est une option très intéressante quand même. Ouais. Bon, en résumé, pour l'instant, il faut continuer continuer sur tous les gestes barrières. Quoi. C'est sans doute finalement le meilleur remède quand même. L'ensemble des gestes barrières, Jean Sibilia. Vous avez raison, Patrick. Vous avez raison, Patrick, parce qu'un virus n'existe pas s'il ne se transmet pas. Le virus meurt sans nous. Jean Sibilia, si on ne parle pas dans le métro, c'est une bonne, en tout cas dans les transports en commun, c'est une bonne préconisation. Alors, elle est certainement médicalement juste, parce que vous savez très bien que c'est par les petits postillons que l'on répand le virus, donc il n'y a pas de doute. Si vous ne parlez pas, c'est comme dans les spectacles, on s'infecte plus au restaurant parce qu'on parle et on mange qu'au spectacle. Donc ça, on le sait. Donc oui, mais sociologiquement et psychologiquement, je trouve que le message de dire prenez le métro et taisez-vous, c'est raide. Mais c'est médicalement vrai. C'est l'Académie de médecine a raison. C'est ce qui se passe globalement où les gens ne parlent pas non plus forcément. Mais bon, alors après, quand c'est trop concentré, c'est différent.